Vous avez pressé 3 citrons pour la vinaigrette de ce midi, ou pour votre eau tiède du matin, et les 2 moitiés vides sont déjà dans la poubelle avant même que vous ayez fini de vous essuyer les mains. Elles sont ridées, elles ne rendent plus une goutte, alors vous vous dites qu'elles n'ont plus rien à vous donner. C'est ce que j'ai cru moi-même pendant des années, jusqu'à un après-midi de fin juillet, devant mes ruches, où j'ai appris le contraire de la pire des façons. Je vais vous montrer, dans les 20 minutes qui viennent, que vous jetez chaque semaine la meilleure moitié du citron. Celle qui fait 5 choses que le jus, à lui seul, ne fera jamais. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Je m'appelle Marcel Fontaine. Je suis apiculteur dans le Luberon, du côté d'Apt, et j'ai passé plus d'été qu'il n'en faut à défendre mes ruches contre les fourmis, avec ce que la plupart des gens jettent sans même y penser. Il y a 5 utilisations dans cette vidéo, et avant de vous les donner, je veux vous raconter comment je les ai apprises, parce que ça change complètement la façon dont vous allez regarder un citron pressé la prochaine fois que vous en aurez un dans la main. Mes amis, vous êtes nombreux à me demander où retrouver ces astuces en un seul endroit. Je les ai réunies dans un manuel, 56 méthodes d'autrefois, chauffage, eau, jardin, réparation, chacune avec ses étapes et ce qu'elle vous fait économiser. Mise bout à bout, 2 à 4 000 € par an. Pas de matériel compliqué, pas de produits chers, juste ce que vous avez déjà chez vous. 29 € et remboursé sous 7 jours si ça ne vous va pas. Le lien est dans la description. De voisin à voisin, comme autrefois. Ma grand-mère tenait 4 ruches derrière la maison, du côté du figuier, à l'ombre d'un vieux mur en pierre sèche qui gardait la fraîcheur jusqu'en milieu de journée. Un été, les fourmis les avaient trouvées. Pas quelques fourmis égarées qui passaient par là. Une colonne entière, montée le long d'un pied de ruche, aussi régulière qu'un chemin tracé au cordeau, qui filait droit vers le miel, comme si quelqu'un leur avait donné le plan des lieux. J'avais 12 ans, il faisait une chaleur à faire chanter les cigales dès 9 h du matin, et j'ai passé une bonne partie de l'après-midi, accroupi dans la poussière, à les écraser une par une avec le pouce. Ce qui, je peux vous le dire aujourd'hui avec le recul, ne sert strictement à rien. Pour chaque fourmi que j'écrasais, 10 autres montaient derrière, sur le même chemin, sans même ralentir le pas. Ma grand-mère m'a regardé faire ça un long moment, depuis la porte de la cuisine, sans dire un mot. Puis elle est rentrée, et elle est ressortie avec le petit seau en fer blanc qu'elle gardait sous l'évier, celui où elle jetait les épluchures pour les poules. Dedans, il y avait les moitiés de citron qu'elle venait de presser 1 heure plus tôt pour la citronnade du déjeuner. Elle s'est penchée, elle a pris une moitié dans chaque main, et elle les a frottées, écorce contre le bois, tout autour des 4 pieds de la première ruche, en insistant bien à la base, là où le bois touche la terre. Puis elle a fait pareil sur les 3 autres, sans se presser, comme quelqu'un qui sait déjà comment ça va se terminer. Le lendemain matin, quand je suis descendu voir, la colonne avait disparu. Pas ralentie, pas plus discrète. Disparue, comme si le chemin qu'elle suivait la veille n'avait jamais existé. Je lui ai demandé comment elle savait ça, et elle m'a répondu une phrase que j'ai mis des années à comprendre vraiment, parce qu'elle l'a dite comme une évidence, sans s'arrêter de plumer le poulet qu'elle avait entre les mains. Elle m'a dit « Le jus, c'est l'acide. L'écorce, c'est l'huile. Et ce n'est pas du tout la même arme. Un citron porte 2 substances actives, et elles ne font pas du tout le même travail. Le jus contient de l'acide citrique, celui qui attaque le calcaire et fait briller un robinet terni. L'écorce, elle, contient une huile que les chimistes appellent le limonène, logée dans des centaines de petites poches qu'on appelle des glandes, et que vous pouvez voir à l'œil nu si vous tenez la peau d'un citron contre la lumière d'une fenêtre. Ce sont ces petits points qu'on remarque à peine d'habitude, serrés les uns contre les autres comme les trous d'une écumoire fine. Cette huile est un solvant, un dégraissant et un répulsif pour une bonne partie des insectes qui vous embêtent chez vous, et elle n'a rien à voir chimiquement avec l'acide du jus. Quand vous pressez un citron pour en tirer le jus, votre presse-agrumes ne touche presque jamais ces glandes, qui restent entières dans la peau. L'huile reste donc tout entière dans l'écorce que vous venez de mettre à la poubelle, alors même que vous pensiez avoir déjà pris ce que le citron avait de mieux.
C'est le fond de toute cette vidéo, et une fois qu'on l'a compris, on ne regarde plus jamais un citron de la même façon. Vous n'avez jamais utilisé qu'une moitié du fruit, et vous jetiez l'autre, celle qui faisait le vrai travail, sur tout ce qui n'est pas le calcaire. Avant de vous donner les 5 utilisations, un mot rapide sur le choix du citron, parce que ça change tout pour ce qui suit. Si vous avez la chance d'avoir un citronnier, ou si vous achetez des citrons bio, l'écorce est propre et vous pouvez l'utiliser telle qu'elle. Si vos citrons viennent d'un filet de supermarché ordinaire, l'écorce a très probablement reçu un traitement de conservation, une fine cire posée après la récolte pour garder le fruit brillant et ferme pendant le transport. Ce n'est pas dramatique pour un usage ménager, mais mieux vaut brosser le citron entier sous l'eau tiède avant de le presser, plutôt qu'après, pour que l'écorce garde toute son huile utile tout en étant débarrassée de cette cire de surface. Cela vaut pour les 5 utilisations qui suivent, et je ne le répéterai pas à chaque fois. L'écorce elle-même a 2 couches, et ça vaut la peine de les connaître pour bien s'en servir. La partie colorée, jaune vif, fine comme du papier, c'est là que se trouvent presque toutes les glandes à huile dont je vous ai parlé. La partie blanche en dessous, plus épaisse et plus tendre, contient beaucoup moins d'huile, mais elle retient bien l'humidité et le sel, ce qui en fait un tampon parfait pour les usages de frottage, où l'on cherche justement un peu de texture. C'est pour ça qu'on garde toujours les 2 couches ensemble dans tout ce qui suit, et qu'on ne cherche jamais à séparer le zeste de la partie blanche, comme on le ferait pour une recette de cuisine. La première utilisation est un dégraissant de cuisine, et c'est celle que j'emploie le plus souvent, presque toutes les semaines. Prenez une moitié de citron pressé, versez une cuillère de gros sel directement dans le creux, et frottez sur une poêle grasse, une planche à découper tachée, ou l'évier en inox qui a perdu son éclat. Le sel joue le rôle d'un abrasif léger, l'huile de l'écorce dissout la graisse en surface, et l'acide qui reste dans la pulpe finit le travail sur les traces d'eau et de calcaire autour du robinet. Sur une poêle avec une croûte de graisse ancienne, posez le citron à plat directement sur la tâche et laissez reposer un bon quart d'heure avant de frotter. Ça change tout, et vous sentirez la différence dès le premier passage d'éponge. Sur du verre de four très encrassé, il faudra sans doute repasser 2 fois à quelques heures d'intervalle, et je préfère être honnête avec vous là-dessus, plutôt que de vous promettre un miracle en un seul geste, ce que trop de vidéos font sur ce sujet. 2 choses à savoir avant de vous lancer partout dans la maison. Sur un plan de travail en marbre, en travertin ou en toute autre pierre calcaire, ne faites jamais ça. L'acide attaque la pierre en quelques minutes et laisse une marque terne, presque comme une brûlure, qui ne repart pas et qu'aucun polissage maison ne rattrape. Sur une poêle en fonte, même prudence. L'acide dissout peu à peu la couche d'huile cuite qui protège le métal, celle qu'on appelle le culottage, et vous finirez par devoir tout recommencer. Sur l'inox, le verre, le plastique et le bois traité, en revanche, vous ne risquez rien, et c'est là que cette astuce donne le meilleur d'elle-même. Sur une planche à découper en bois qui a servi pour de l'ail ou du poisson, frottez l'écorce directement sur la surface, laissez agir 10 minutes, puis rincez et laissez sécher debout plutôt qu'à plat. L'odeur qui reste habituellement collée au bois pendant des heures disparaît presque entièrement, et je m'en sers systématiquement avant de découper quoi que ce soit de sucré juste après. La deuxième utilisation, c'est le cuivre et le laiton. Et chez nous, dans le Luberon, presque toutes les cuisines ont encore une vieille marmite ou une bassine à confiture en cuivre, héritée d'une grand-mère ou trouvée un dimanche matin sur un vide-grenier. Le même mélange, une moitié de citron et du gros sel, redonne un éclat franc au cuivre terni en 2 ou 3 minutes de frottage, là où un produit spécial du commerce vous coûtera le prix d'un plein d'essence pour un résultat à peine meilleur quand il n'est pas moins bon. Frottez en petits cercles, sans forcer, rincez abondamment à l'eau claire pour enlever tout le sel et l'acide, et séchez tout de suite avec un chiffon propre, parce que le cuivre qui reste humide se retache en une nuit, parfois même en quelques heures s'il fait chaud. Si votre marmite a un intérieur étamé, c'est-à-dire une fine couche d'étain posée à l'intérieur pour la cuisson,
Ne frottez que l'extérieur en cuivre nu et laissez l'intérieur tranquille. L'étain est tendre, le sel le raye facilement, et une couche d'étain rayé finit par s'user et devoir être refaite par un artisan, ce qui coûte bien plus cher qu'un citron. Pour les poignées de porte ou les luminaires en laiton, la méthode fonctionne à l'identique, sauf qu'il faut sécher un peu plus soigneusement autour des vis et des charnières, où l'humidité aime bien s'installer sans qu'on la voie. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. La troisième utilisation nous ramène droit à mes ruches, et c'est celle qui m'a le plus servi au fil des années. Un répulsif contre les fourmis, et dans une moindre mesure, contre les araignées qui s'installent aux entrées de la maison. Frottez l'écorce, côté peau vers le bois ou le carrelage, le long des rebords de fenêtres, du bas des portes, des plinthes de cuisine, et de tout endroit où vous voyez une colonne de fourmis entrer chez vous. Le limonène brouille la piste chimique, une piste de phéromones, que les fourmis laissent derrière elles pour se guider les unes les autres. Sans cette piste, la colonne se disperse et ne retrouve plus le chemin, exactement comme celle de mes ruches ce matin-là. Je ne veux pas vous laisser croire que ça détruit la fourmilière. Ça ne l'attaque pas du tout, ça bloque un passage précis, rien de plus. Mais un passage bloqué suffit souvent, parce que toute la colonie dépend en général d'un seul chemin bien établi vers la nourriture. Et une fois ce chemin coupé, il leur faut des jours pour en retrouver un autre aussi efficace. Pour les araignées, l'effet est plus discret. Elles n'attaquent personne et ne cherchent pas la nourriture comme les fourmis. Mais elles n'aiment pas s'installer dans une zone qui sent fort le citron. Alors passer l'écorce le long des cadres de fenêtres et des coins de plafond en dissuade une bonne partie de tisser leur toile à cet endroit précis. L'odeur s'affaiblit en un jour ou deux, surtout par temps de mistral, qui assèche et disperse tout très vite, donc il faut repasser régulièrement, 1 à 2 fois par semaine en pleine saison, pour que la barrière reste efficace. Et si vous avez un chat à la maison, gardez les écorces séchées et les zones fraîchement traitées hors de sa portée, en particulier s'il a l'habitude de mâchouiller les plantes ou de se frotter contre les bas de porte. L'huile essentielle des agrumes est mal tolérée par les chats, qui ne l'éliminent pas de leur organisme aussi bien que nous, et mieux vaut être prudent que d'avoir à s'en inquiéter plus tard. Le moment où vous traitez compte, aussi. Au printemps, quand les colonies sortent tout juste d'hiver et cherchent activement de nouvelles sources de nourriture, il faut traiter plus souvent, presque tous les 2 jours, parce qu'une colonie affamée insiste et cherche un autre passage sans attendre. En plein été, une fois les chemins bien établis depuis des semaines, 2 passages par semaine suffisent largement à garder la maison tranquille. Et si une colonne réapparaît systématiquement au même endroit malgré vos traitements, c'est le signe qu'il y a quelque chose à l'intérieur du mur ou sous le carrelage qui vaut la peine d'être trouvé, un léger creux ou une fissure, plutôt que de continuer à traiter la même fissure chaque semaine sans jamais la refermer. La 4e utilisation touche à l'évier et aux canalisations, et c'est celle que je fais le dimanche soir, presque par habitude. Coupez l'écorce en petits morceaux, laissez-les tomber dans la bonde et faites couler un bon volume d'eau bien chaude derrière, en plusieurs fois plutôt que d'un seul coup, pour que la chaleur ait le temps d'agir sur toute la longueur du siphon. L'huile du citron aide à décoller une partie de la graisse qui s'accumule sur la paroi intérieure du tuyau au fil des lavages de vaisselle, et l'odeur qui remonte ensuite du siphon est nettement plus fraîche pendant plusieurs jours. Si vous avez un broyeur d'évier, ce qui reste rare dans nos cuisines, mais se trouve de plus en plus dans les maisons neuves, faites tourner l'appareil avec l'écorce dedans plutôt que de la laisser simplement descendre. Les lames libèrent bien plus d'huile en une fois et le résultat est encore plus net. Je vais être franc avec vous sur les limites de cette astuce, parce que je vous mentirais autrement. Ça n'a jamais dégagé une canalisation vraiment bouchée chez moi, et ce n'est pas un traitement de fond contre une graisse installée depuis des années au fond d'un tuyau. Pour ça, il faut du savon et de l'eau chaude en quantité, un vrai décrassage, un sujet que j'ai déjà traité dans une autre vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais en entretien régulier, 1 fois par semaine, ça garde un évier qui sent bon et qui continue à bien s'écouler, avant même qu'un problème n'apparaisse. La même écorce,
laissez simplement dans une petite coupelle ouverte au fond du réfrigérateur ou dans le bac à ordures sous l'évier, absorbe aussi une bonne partie des odeurs environnantes pendant 3 à 4 jours avant de perdre son effet et de devoir être changé. La 5e utilisation demande un peu de patience, mais elle vaut le coup pour ceux d'entre vous qui ont une cheminée ou un poêle à bois, et c'était celle de mon père, qui allumait le feu de la bergerie tous les soirs d'octobre à mars sans jamais acheter le moindre allume-feu. Laissez sécher les écorces pressées à plat, à l'air libre, sur une grille ou un torchon posé près d'une fenêtre, pendant 2 à 3 semaines, en les retournant tous les 2 ou 3 jours pour qu'elles ne moisissent pas plutôt que de sécher proprement. Une fois complètement sèches et cassantes sous les doigts, elles s'enflamment très facilement grâce à l'huile qu'elles contiennent encore, presque comme un petit morceau d'amadou naturel. Glissez-en 2 ou 3 sous vos brindilles au moment d'allumer le feu, et vous gagnerez du temps par rapport au papier journal seul, avec en prime une odeur agréable qui flotte dans la pièce le temps que le feu prenne bien. Une fois sèches, gardez-les dans un bocal en verre fermé, plutôt qu'en vrac dans un tiroir. Elles se conservent alors des mois sans perdre leur pouvoir d'allumage. Un avertissement tout simple sur celle-ci. L'écorce doit être vraiment sèche et cassante au toucher, presque comme du carton. Sinon, elle fume au lieu de brûler franchement et ça encrasse inutilement le conduit de cheminée avec le temps. Et n'en mettez jamais une grosse quantité d'un coup en pensant accélérer les choses. 2 ou 3 écorces sous les brindilles suffisent amplement. Le reste du feu se construit ensuite normalement avec du petit bois, puis des bûches. Maintenant, réfléchissez 1 minute à pourquoi personne ne vous a jamais dit tout ça d'un seul coup, dans une seule vidéo. Il y a un rayon entier au supermarché pour chacune de ces 5 choses, et parfois même 2 ou 3 rayons différents. Un dégraissant en spray pour la cuisine, entre 8 et 12 € la bouteille. Un produit spécial pour le cuivre, dans un petit tube parfumé, autour de 6 € pour 100 ml. Un répulsif à fourmis en gel ou en pistolet, 10 € ou plus selon la marque, souvent chargé de produits que vous n'avez pas vraiment envie de laisser traîner près d'une assiette d'enfant. Un désodorisant pour le réfrigérateur, 5 € pour un boîtier qui dure 1 mois. Et des cubes allume-feu chimiques, vendus par sac de 20, qui sentent le pétrole plutôt que le citron et qu'il faut racheter chaque hiver. Chacun de ces produits fait, à peu de choses près, ce que fait une écorce que vous avez déjà payée avec le citron entier, déjà pressé pour votre eau ou votre vinaigrette et que vous étiez sur le point de jeter avant même d'avoir commencé cette vidéo. Il n'y a pas de complot derrière ça, et je ne pense pas que quelqu'un se soit un jour réuni pour décider de vous cacher un citron. L'argent, simplement, ne va pas dans cette direction, parce que personne ne gagne sa vie en vous conseillant de garder ce que vous avez déjà chez vous plutôt que de retourner en acheter au magasin. Et ce qui s'est vraiment perdu avec le temps, ce n'est pas une astuce parmi d'autres. C'est ma grand-mère allant chercher son seau sous l'évier, au lieu de me laisser continuer à écraser des fourmis, une par une, pendant tout un après-midi de chaleur. Tout le monde savait ça autrefois dans nos villages, parce que tout le monde pressait ses citrons à la main, gardait ses écorces dans un seau ou une coupelle près de l'évier, et n'avait ni le budget ni l'envie d'acheter 5 produits différents pour 5 petits problèmes du quotidien. On a des placards pleins de flacons maintenant, un rayon entier pour chaque usage précis, et le savoir, lui, est resté dehors, avec le seau en fer blanc. Voici ce que je vous propose pour cette semaine. La prochaine fois que vous pressez un citron, ne jetez pas les moitiés tout de suite. Posez-les sur le rebord de l'évier et essayez au moins une de ces 5 utilisations le jour même, tant que l'écorce est encore souple et pleine d'huile, parce qu'elle perd de son efficacité en séchant à l'air libre au bout de quelques heures. Puis, venez me dire en commentaire laquelle vous avez essayé en premier et si elle a fonctionné chez vous comme chez moi devant ces 4 ruches. Dites-moi aussi dans quel département vous êtes et si vous avez la chance d'avoir un citronnier, parce qu'un citron cueilli chez vous en plein été n'a pas tout à fait la même écorce, ni la même huile, qu'un citron de supermarché récolté 3 semaines avant de vous arriver. La prochaine fois, je vous montrerai une 6e utilisation que je n'ai pas voulu mélanger à celle-ci parce qu'elle demande une préparation à part et 15 jours de patience. Comment faire tremper ces mêmes écorces dans du vinaigre blanc pour obtenir un nettoyant multi-usage
qui vous durera 6 mois entiers, pour le prix d'une bouteille de vinaigre que vous avez déjà dans le placard. D'ici là, souvenez-vous de ce que ma grand-mère m'a appris ce jour-là, devant les ruches, sans même s'arrêter de plumer son poulet. Le jus, c'est l'acide. L'écorce, c'est l'huile. Et ce n'est pas du tout la même arme. Les gens qui pressaient leur citron à la main et qui ne jetaient jamais une écorce sans y penser 2 fois, le savaient déjà. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.